Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel. أهلا بكم في برنامج Femmes au pluriel على قناة مغرب تي في. والضيوف ديالي اليوم غيكونوا مسيو العربي ختوته et مسيو محمد أوفي. غادي يتكلموا لنا على leur parcours, on va dire, المسار ديالهم الهجري، ولكن بزاف الحوايج اللي غادي يتكلموا عليهم في هذا البرنامج. بقاو معنا. Bonsoir monsieur Htouta, bonsoir monsieur Aoufi. Bonsoir. Alors merci pour votre présence parmi nous, pour nous parler un petit peu de vos parcours migratoires, mais surtout de tout ce que vous avez créé ici en sol belge, dans la culture, aussi au niveau de documentation, de documentaire et plein d'autres choses. Alors la liste est longue. Je ne pense pas, monsieur Htouta, que j'aurai le temps aujourd'hui de faire tout votre CV et parler un petit peu de tous les projets que vous avez mis sur pied depuis 50 ans de présence migratoire. Donc ici en Belgique, je rappelle que vous êtes venu en 1964. Vous aviez 17 ans. Bonsoir. Bonsoir et merci de nous avoir invités et j'espère que nous passerons une agréable après-midi. Écoutez, je suis né à Tanger, exactement le 4 juin 1947. J'ai fait mes études au lycée Ibn Khatib. Et puis j'ai quitté le Maroc, j'ai quitté Tanger en 1964. Je suis arrivé ici à Bruxelles exactement le 28 février 1964. Voilà, donc j'avais 17 ans, je n'avais pas de famille, j'étais seul, mais j'étais destiné, je suis venu au fond étudier chez un professeur de phytothérapie de la médecine douce. L'anecdote que je me rappelle encore, la première fois que je suis venu ici à Bruxelles, donc je devais aller à Testelt. C'était un petit village où j'habite encore depuis 54 ans. Donc j'ai demandé ici à la gare Midi, je veux un ticket pour aller à Testelt. Mais il ne savait pas où se trouvait Testelt. Il a cherché partout, il n'a pas trouvé. Alors il m'a envoyé vers Anvers. Il a dit prends le train à Anvers et demande là où ça se trouve Testelt. Au fond, c'est mon premier contact avec la Belgique. Il ne savait pas où se trouvait mon petit village de maintenant. Jusqu'ici aussi, le petit village est resté toujours petit. Je suis venu donc, c'était difficile pour moi parce que je ne parlais pas néerlandais. J'allais habiter avec des néerlandophones chez des Flamands. Et mon premier contact avec les Flamands, c'était la dame où j'allais habiter, qu'ils allaient devenir avec le temps ma mère adoptive, entre guillemets, me demandait si je parlais néerlandais. Mais moi, je ne parlais pas. Elle a insisté. À force d'insister, il y avait une connaissance à moi, c'était une Belge, et qui m'avait dit, écoutez, quand vous serez en Belgique, et vous voulez, comment dire, een vrouw versieren, een meisje versieren, ça veut dire, si vous voulez draguer une fille, je dis comme ça, il faut lui dire cette phrase-là. Mais moi, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, à force qu'elle insistait, je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Qui voulait dire, exactement, vous êtes une moche, grosse dame. Alors, elle me regardait dans les yeux, elle appelait son mari, mais j'ai vu que c'était le premier contact avec la dame et j'ai caché déjà au départ. Alors le mari est venu, il m'a dit répète, je ne voulais plus répéter, et alors je lui ai dit, il m'a dit heureusement qu'elle est mince, mais laide elle est. Hein? Et voilà, c'est mon premier contact. Ils ont beaucoup d'humour les Flamands, on peut dire quelques-uns. Il y en a des chauds et des froids, des humoristiques et mais c'est partout. Je ne vois pas que l'humour ou la bonté ou la méchanceté est un produit ou un résultat d'une communauté ou d'un peuple. C'est personnel, donc c'est individuel. Il y a des gens qui s'amusent
par rien ou qui rient pour rien. Il y en a qui ne riront même pas si De Vos lui raconte une blague. Monsieur Aoufi Mohamed, quelques mots sur votre parcours, peut-être une anecdote aussi. با كوم مسيو العربي انا جيت في 71 كانت عندي 11 سنه انا خلقت في 60 و 14 جوان 10 جور ابري العربي سي ان هازار كاميم الحق انا الباركور ديالي في سكال ماشي في حد العربي انا مشيت قريت هنا في المدرسه في بلجيكا وديك الوقت في 71 ما كانوش المغاربه بزاف كانوا قلالين انا تعلمت النيرلاندي احسن من البلجيكيين بيدهم حيت كنا نهضروا اللي كنا كنهضروا بالنيرلاندي العربيه كنا كنهضروها في الدار ولا بالفرنسي المهم بلاك ما كانوش عندنا حنا في حال العربي طاح في حاجه اخرى وانا طحت في حاجه اخرى زعما الفرق بيناتنا شويش كبير. الصداقه ديالكم depuis plusieurs années vous vous êtes réunis en tout cas pour former باش تكونوا الكلوب ابن بطوطه اللي غادي ينظم déjà une exposition de monnaie quand la monnaie raconte l'histoire غتحكيوا لنا كيفاش نظمتوا هاد l'exposision هاد المعرض بصح avant ça j'ai encore quelques on va encore parler de votre parcours, Monsieur Htouta. Alors, je disais qu'au début de l'émission que j'avais pas assez d'une feuille pour écrire tout ce que vous avez fait. Vous m'avez dit que c'était parce que ça fait 50 ans, une carrière de... Quand on vieillit, on a un passé plus long quand on est encore jeune. Donc, c'est difficile de comparer quelqu'un, j'ai 71 ans, de comparer avec quelqu'un qui n'a que 20 ans. On ne peut pas avoir le même parcours. Donc, alors vous avez commencé, après donc, vos études de médecine douce, vous avez commencé à écrire. Oui, j'écrivais déjà au Maroc. Donc j'écrivais des chansons, j'étais fou amoureux d'Abd Halim comme tout le monde, Farid Atrash, donc les classiques d'avant. Et je faisais donc la littérature, donc je faisais les études à Tanger. Au lycée, j'étais donc direction littéraire et j'essayais d'écrire des chansons. Ma première chanson, c'était au Fonds national, c'était durant la guerre du sable, avec la guerre du sable. Et j'ai fait ma première chanson, c'était Houdoud bladna lazim terja lidna lazim. Et puis je suis venu ici, j'ai continué à écrire. Je ne comprenais pas le néerlandais, donc je l'écrivais en français. Et je le faisais traduire et petit à petit, j'ai commencé moi-même à apprendre et jusqu'à ce que j'ai commencé à écrire moi-même mes chansons en néerlandais. Donc un jour, j'ai rencontré un chanteur très connu en Flandre et je lui ai proposé, je lui ai dit, écoutez, j'écris des chansons et que ça vous intéresse. Je lui ai monté mes textes, il a dit, écoutez, c'est bien, mais c'est la maison d'édition qui doit décider si c'est valable, si je peux l'enregistrer ou non. Alors je lui ai donné 4 chansons et une semaine après, il m'a téléphoné, Valérie, tu as la chance, ils seront tous enregistrés. Et comme ça, j'ai donc composé mes premières chansons en néerlandais et depuis lors jusqu'à ce jour, j'en ai fait, je crois, 178 chansons en néerlandais. Quelques-unes sont d'ailleurs passées au hit parade et primées. Ah oui, écoutez, c'est... j'avais un pseudonyme. Donc, je ne m'appelais pas ce temps-là L'Arbi Htouta, je m'appelais Johnny Larbi. Donc, si vous voyez les disques, il y aura Johnny Larbi, c'était moi. Oui. Alors, on a eu disque d'or, on a eu meilleure chanson de l'année, numéro hit parade. Et moi, je ne me sentais pas marocain. Et les Flamands ne voyaient pas en moi un Marocain. J'étais donc... j'étais un peu brun, j'avais des cheveux plus cheveux que maintenant, mais on voyait pas... je ne me sentais pas étranger avec eux. Je me sentais pas... Mais ce temps-là, c'était aussi plus facile. Et vous aviez continué à écrire en arabe les chansons? Non, tu mens. Parfois, c'est pas la malchance d'être polyglotte, c'est que
parfois on ne maîtrise pas toutes les langues. Je ne maîtrise pas toutes les langues, mais je me débrouille dans beaucoup de langues, jusqu'à 7, mais je ne perfectionne nullement. Donc après, un jour, j'ai eu l'idée d'écrire, c'était en 85, si je me rappelle, j'ai écrit une chanson sur le Sahara marocain et sur le foot marocain, parce que le Maroc allait jouer le mondial au Mexique. Alors j'ai écrit 2 chansons sur le foot, les Lions de l'Atlas, et sur le Sahara marocain en 85. Et j'avais proposé ces chansons au consulat. Par hasard, je l'ai envoyé au consul général, ici à Bruxelles. Et le lendemain, il m'a contacté et il m'a dit, écoutez, c'est très bien, est-ce que je pouvais aller les chanter, votre chanteur, parce qu'il est un flamand, le chanteur s'appelle Salim Segers, Jos As de nom de famille, c'est un flamand, est-ce qu'il veut les en chanter au festival de musique à Marrakech? Et c'était en 86. Bon, j'ai dit, oui, c'est un chanteur connu, il chante partout, pourquoi pas. Alors, on est parti au festival, on a présenté La Flandre au festival de Marrakech de 1986, de la musique. Et petit à petit, donc, après j'ai écrit autre chansons sur le Maroc, sur ma ville natale, sur Tanger. Et récemment, j'ai commencé à essayer de réécrire en arabe une chanson que notre chanteuse Samira Sabri a chantée, Houa Houa. C'est votre... C'est ma chanson. Et puis, oui, vous êtes l'auteur des paroles. Oui, et puis Aziz El-Houri, il a chanté aussi une chanson en arabe. Dont vous êtes parolier. Oui, oui. Ben, maintenant, la plupart sont en français, mais j'ai écrit beaucoup en néerlandais. La plupart c'est en néerlandais, mais j'ai fait aussi quelques-uns en français. Et j'ai écrit aussi d'autres livres. En tout, je crois, c'est 16 livres que j'ai... Oui, donc ça, c'était une autre ligne, un autre point dans votre CV. Donc, je saute. voilà, parolier de plusieurs chansons, vous avez dit 178, je pense. Oui, et comme on a dit, primé au hit parade. Oui. Vous êtes auteur de plusieurs livres. Quels sont les sujets de vos livres? Comment est-ce que vous êtes arrivé à écrire? Je vous ai dit au début que j'avais, au fond, suivi direction littéraire au Maroc. Donc, et de là, je suis mort, donc, comme on dit les Flamands, je suis boekenworm, donc je suis un ver de livre, un ver de livre, donc c'est difficile à traduire. Donc, pour moi, j'adore lire, j'ai toujours lu depuis mon jeune âge, et à force de lire, j'ai aussi eu un amour d'écrire, d'exprimer mes sentiments. Et il n'y a pas autre moyen que d'écrire. J'écris encore tous les jours. Tout. Je jette, je garde, mais c'est plutôt un besoin, presque un besoin d'écrire, ne fût-ce que des bêtises. Mais écrire, je dois le faire. Alors vous écrivez sur quoi? Bon, tout ce qui passe par la tête, des poèmes d'amour, des histoires de la vie, des histoires humoristiques, mais qui revoient la vie en humoristique. Donc, tout ce qui passe à la tête, tout ce que je sens au moment, j'essaie de le mettre sur papier. Vous avez publié sur tout ça? Ah oui, oui, je vous dis, ils sont 16 livres publiés. D'abord, j'ai commencé par mon métier qui était le métier de phytothérapeute, ça veut dire traitement par les plantes et la médecine douce et le diététique. J'en ai écrit 4 livres là-dessus. Le premier était en néerlandais, puis je l'ai traduit moi-même en français, qui a été sorti au Maroc, à Tanger. Et là, puisque j'étais aussi amoureux du théâtre, à un moment, je voulais faire... C'est aussi un autre point, monsieur. Oui, oui, mais pour vous expliquer les livres, pour vous expliquer ce que j'ai écrit. Donc, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit des poèmes,
Des romans, c'est trop long pour moi. Je ne crois pas. Mais un moment, j'ai eu l'idée d'une vie de chien, un livre que je nomme Vie de chien. Ce sont des petites nouvelles qui, au fond, en les lisant, on peut avoir une même ligne, que ce soit un roman, mais un roman, c'est trop long pour moi. Ça me fatigue, trop long. Je ne suis pas écrivain, on me dit que tu es poète, moi je ne vois pas. Je suis plutôt un puzzlard, donc j'utilise les mots comme un puzzle et je place les mots où ils se trouvent et parfois ça donne. C'est une passion, c'est pas... Oui, c'est une passion, oui. Un roule sa cigarette et moi j'écris. Qu'est-ce que vous diriez à toutes les personnes pour que leurs enfants justement lisent beaucoup? On parle maintenant d'un vrai manque, vraiment un désintérêt pour la lecture. Mais maintenant c'est les doigts qui se travaillent. N'écrivent plus. Non, oui. Donc si on voit les statistiques, le vente des livres diminue. Oui. Les livres aussi en électronique augmentent, lecture en électronique. Mais ça ne serait jamais un livre. L'odeur du papier, l'odeur de l'encre ne sera jamais remplacée par un iPad ou je ne sais pas quoi. Donc un livre, c'est sacré, c'est l'odeur du papier, l'odeur de l'encre, ça ne se remplacera jamais. Alors vous avez parlé de théâtre, de pièces de théâtre. Vous êtes metteur en scène aussi depuis plus de 33 ans. Alors racontez-nous ce passage. C'est aussi par passion, par hobby? Oui, quand j'étais encore au Maroc, je voulais... j'ai vu tous les films d'Abdel Halim et j'imitais Abdel Halim. Et quand j'étais jeune, j'allais voir, comme tous les Tangerois, cinéma Casar et Capitole, c'est sacré, c'était sacré chez nous. Donc j'allais 3 fois par semaine au cinéma. Et pour moi, c'était John Wayne, c'était l'acteur de cowboy du temps. Et c'est pour ça que j'ai pris le nom Johnny Larbi au début. Ça ressemble un petit peu. Oui, ça sonne un peu. Et je voulais faire du cinéma. Et il y avait, à Tanger, on tournait beaucoup de films ce temps-là. On tournait beaucoup de films. Et il y avait une fois une demande d'un acteur, d'un jeune, et je me suis présenté pour me lancer au cinéma comme acteur. Et ce temps-là, c'était un choix de venir en Belgique ou d'essayer de faire du cinéma au Maroc. J'ai préféré venir ici. Mais j'ai continué. Donc, j'aimais le théâtre, le cinéma. Et chez nous, où j'habite, il y a un groupe de théâtre. Et j'allais chaque fois, même si je ne comprenais pas, j'allais voir. Et 5 années de suite que je demandais je posais ma candidature et 5 années on me refusait chaque fois non. Et la 6e année on m'a dit bon, si tu veux, allez, tu insistes, on t'accepte. Alors j'ai joué première année un double rôle, donc j'ai joué 2 personnages. Et la 2e année, je me permettais de dire au metteur en scène, c'est pas mieux comme ça. Donc il me disait ce que je faisais, mais moi et alors à la fin, il m'a dit, écoutez, tu sais ce que tu vas faire? L'année prochaine, tu feras toi-même la mise en scène. Alors, maintenant, je le fais depuis 33 ans. Et durant ce parcours, je suis un passionné, je crois que je suis passionné de tout, mais du théâtre aussi. Et j'ai eu donc l'honneur et le plaisir de devenir président aussi du groupe de théâtre et metteur en scène. On fait des concours donc, de théâtre et j'étais surpris d'avoir le prix d'excellence pour la mise en scène du fameux dîner de cons. Voilà, oui. Donc vous avez reçu justement plusieurs prix, je venais à ça, le prix de la poésie, le prix des nouvelles, le prix du documentaire. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Vous allez nous raconter un petit peu le prix de la culture. Oui. Et ce prix d'excellence qui n'est pas n'importe quoi, hein, donc comme prix pour la mise en scène de Smulen met Snulen. Oui, mais c'est la version néerlandaise de Dîner de Con. Dîner de Con. Le Dîner de Con, c'est Smulen met Snulen. Mais on jouait, puisque j'habite la Flandre, on joue ça en néerlandais.
Et pour la mise en scène de cette pièce-là, j'ai eu au fond la médaille de... Donc du côté néerlandophone, vous êtes une grande star. Non, pas... Qu'est-ce que ça veut dire un grand star? Avec tous ces prix... Oui, moi écoutez, c'est la... Je crois que il y a c'est une certaine preuve... reconnaissance quand même pour oui, votre voilà. travail. Oui, c'est ce que je voulais dire. J'allais dire qu'au fond, on voit que si on travaille, parce que le respect, ça se mérite. On ne vous respecte pas comme ça. On ne va pas vous respecter parce que vous êtes ceci ou cela. Et tout ce qu'on doit faire, il faut le mériter. Tout titre qu'on vous donne, il faut le mériter. Donc ça mérite beaucoup de travail et vous avez beaucoup travaillé donc, pour avoir cette reconnaissance. Ah oui, mais je viens de vous dire simplement que ça a duré 5 ans, que chaque fois, je ne me fatigue pas, je frappe à la porte. J'ai appris que si celui qui frappe à la porte, un jour, cette porte s'ouvrira. Il ne faut pas se laisser aller parce que la première fois que vous avez parlé, on n'a pas ouvert. Maintenant que je suis devant vous, j'ai essayé plus que 5 fois d'être au Maghreb TV. Ça ne m'a jamais réussi. Et j'ai commencé, parce que si on vous refuse aujourd'hui, demain peut-être... Aujourd'hui, c'est moi qui vous ai invité. Hein. Oui, mais merci beaucoup, c'est pour ça que je vous le dis. Donc, il faut persister, il ne faut pas se fatiguer. Celui qui se fatigue, laisse aller. C'est ce que vous diriez aux jeunes. Oui. Voilà, pas laisser tomber, essayer d'accomplir ses rêves, ses ambitions, ses passions. Oui, écoutez, j'étais une fois jury dans une présélection de Miss Belgique. Et j'ai entendu la personne qui organisait, il disait aux jeunes dames, écoutez, il n'y aura qu'une Miss Belgique. Mais tous les autres peuvent avoir une carrière, mais il faut persister. Frapper chaque porte, la première ne s'ouvrira pas, la seconde non plus, la troisième, et peut-être la 11e s'ouvrira bien et vous faites une carrière. Et alors s'outiller aussi, hein, avoir des outils pour... Ah oui, voilà. Écoutez, on ne fait pas une harira sans ingrédients. Il faut avoir une matière, des matières. Il faut croire en soi-même, mais aussi voir que vos points positifs, aussi connaître vos négatifs. Parce que savoir ce que vous êtes capable de faire ne suffit pas. Il faut savoir vos points faibles afin de les corriger et les remédier, c'est le mot exact, remédier, mais surtout rester les pieds sur terre. Être réaliste, c'est ce que vous voulez dire. Réaliste, oui. Mais quand même essayer de réaliser ses rêves. Ah oui. Brel disait, réaliser son rêve, c'est avoir du talent. Donc il faut parce que si vous restez le derrière sur une chaise, vous n'arriverez jamais. On arrive à une autre partie de votre vie, Monsieur Rtouta, c'est que vous avez, le long de votre parcours, fondé plusieurs institutions qui sont à l'avant. Il y a le club Ibn Battuta, pour ne citer que celui-là. Si vous voulez parler des autres, avant d'en parler, c'est ce qui va vous lier avec M. Mohamed Aoufi, qui est votre collègue d'émission aujourd'hui. Donc, la première chose que, comme je vous ai dit, j'habite un petit village. 5000 habitants. 5000 habitants, il y a une petite école primaire et je voyais qu'il n'y avait pas de oudersvereniging, donc comment dire en français, centre culturel. Il n'y avait pas de oudersvereniging, donc une association des parents d'élèves. Il n'y avait pas. Alors j'ai proposé de créer une association donc de parents d'élèves, d'enfants.
Et c'était ma première chose que j'ai fait. Donc, on a créé une association des parents d'enfants. Après, vous avez créé l'association... L'équipe de football, puisque j'aimais aussi le foot. Créé aussi une équipe de foot. Après, j'ai créé une équipe de ciné et de photographie. Parce que je suis aussi un passionné de photos et de caméra et d'appareils photo. C'était Luc Herriot. C'est une association Luc Herriot qui s'appelait ce temps-là. Et Luc Herriot, c'était un jeu de mots. Luc, il y avait un ami qui s'appelait Lucien. Et Herr, c'était Herman. Et Yo, c'était le début de Johnny, c'était le mien. Et on a créé une équipe. Et là, on a fait beaucoup de documentaires, dont un sur la ville où j'habite, touristique. Et là, j'ai eu mon premier prix de documentaire. Un autre documentaire que vous venez de terminer Oui, j'en ai fait avant celui-là. Donc, j'ai fait un sur Ernest Claes parce que c'est un flamand, un écrivain flamand qui m'a vraiment influencé beaucoup. C'est là que j'ai appris la Flandre. Parce que il faut connaître l'autre pour bien cohabiter. Il faut connaître sa langue, il faut connaître sa culture. Et surtout ne pas refuser. Refuser l'autre, c'est au fond se détruire à moitié. Parce qu'on a besoin de l'autre. Et cet écrivain, c'était un écrivain flamand qui habitait pas loin de moi. Et j'ai commencé à lire ses livres. Mais lui, il écrivait surtout sur la région où j'habite. Donc, et alors, grâce à lui, j'ai appris, au fond, la mentalité flamande, pourquoi ils agissent, comment ils agissent. Et j'ai écrit une chanson ode à Ernest Claes, parce qu'il s'appelle Ernest Claes. On a fait le premier film flamand parlant. C'est un film du livre de Ernest Claes. Il s'appelle Philas en français et De Witt en néerlandais. C'est le premier film belge donc parlant. C'est un premier parlant. Et là, j'ai fait mon premier documentaire en reconnaissance de que j'ai appris de lui et qui s'appelle simplement Ernest Claes. Et maintenant, on va passer mon documentaire, on l'a repris, parce que maintenant, il aura 150 ans qu'il est né. C'était mon premier, puis j'ai fait sur notre écrivain tangérois, Mohamed Choukri. J'ai fait aussi un documentaire sur Mohamed Choukri. J'ai fait un documentaire sur le chanteur flamand qui a chanté mes chansons, un documentaire sur sa carrière. Et tout récemment, comme vous venez de dire, j'ai fait donc une victoire passée sous silence où les tirailleurs marocains les anciens combattants marocains. Oui. Qu'on va passer maintenant le 21 avril. Ça passera au Point Carré. Donc je profite de l'occasion. C'est publicité gratuite. Donc il passera au Point Carré le 21 avril. Puis, une victoire passée sous silence. Une histoire passée sous silence. Qui retrace un petit peu la bataille de Jean Blou. Oui, parce que beaucoup de gens, on va au cimetière, il y a beaucoup de gens qui y vont, ils sont devant les tombeaux, on trouve ça dramatique ou héroïque ou comme vous voulez, mais on ne connaît pas l'histoire derrière. Donc qu'est-ce qui s'est passé, comment ils sont arrivés du Maroc jusqu'à être enterrés à Jean Blou. Donc vous avez fait retracer tout le trajet, leur parcours, avec des témoignages aussi. Avec des témoignages, des historiens, même j'ai trouvé un petit-fils d'un tirailleur marocain. Et c'est là le but, de faire connaître. Donc c'est fait en français, puisque tous les partisans sont francophones. Mais mon but était parce que les néerlandophones connaissent un peu l'histoire, puisque ça passe chez eux, au Jean Blou, mais les néerlandophones ne savent rien.
sur le sujet. Alors c'est pour cette raison que je l'ai sous-titré en néerlandais afin de passer le message de l'autre côté de la frontière linguistique. Donc rendez-vous le 21 avril pour la diffusion du documentaire Une victoire passée sous silence, au point carré. Le trajet des anciens combattants marocains qui sont... Voilà. On vient donc à notre sujet d'émission, c'est-à-dire qu'à côté de tout ça, vous êtes aussi un collectionneur. Et vous avez fait plusieurs collections. Alors on va parler un petit peu du club Ibn Battuta, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et on va parler de cette exposition Quand la monnaie raconte l'histoire, qui est présente au musée Charlier, qui est à quelques mètres entre Madoue et Arlois. Parlez-nous de cette passion. Oui, écoutez, quand on a créé ensemble et avec d'autres amis Club Ibn Battuta, c'était au fond au but de faire connaître Tanger, la culture de Tanger, carrefour des cultures. On a commencé par, d'abord, on a fait la philatélie. Merci Mohamed. Donc la collection des timbres. Des timbres. On a fait ça la première fois en 1992. Mais je crois que... C'était avant Ibn Battuta. Oui. Et puis on a passé de la philatélie, la cartographie, et on a fait au fond Tanger, carrefour des cultures, montrant que Tanger est une ville qui a été toujours ouverte, et c'était la cartographie. Et puis pour raconter l'histoire, parce que raconter l'histoire, on peut la refaire de différentes manières. Il y a, je viens de dire, les timbres, on raconte l'histoire, les monnaies. Les cartes. Et puis, on a dit, voilà, et pourquoi pas la monnaie? Parce que une monnaie bavarde, une monnaie parle. Il suffit de voir ce qui est inscrit dedans pour en savoir beaucoup. Et l'expo durera jusqu'à 17 avril. Enfin, je crois que... Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir, hein? Moi, je l'ai vu, donc oui. Il y a de très belles pièces qui retracent dynastie par dynastie, plusieurs rois. Oui, donc nous avons eu l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous M. Bernoussi, qui est venu de Rabat pour raconter ou nous parler de l'histoire du Maroc par les monnaies. Et quand il a vu notre collection, il a resté ébloui. Il disait, il y a des pièces que nous, à Rabat, au musée, on n'a pas. Et ceux qu'on a, il y en a qui, on les a, mais pas en si bon état comme les vôtres. Donc c'est une collection personnelle et vous êtes à plusieurs à avoir composé en tout cas. Oui, écoutez, une équipe, ou le succès d'une équipe se pose jamais sur une personne. C'est une équipe. Donc on est à 4. C'est une exposition de 4 personnes. Dont Mohamed. Oui. Lui, au fond, oui, et on a Mohamed Raoufi, on a Mohamed Brimo et on a Amar Yousfi. On est à 4 qui, notre collection, chacun a déposé pour faire le complet. Donc chacun a une partie de cette exposition. Alors, vous nous avez apporté une petite vidéo qui parle de l'exposition. Donc, pour un peu montrer qu'est-ce qu'on peut voir, oui, voilà, certainement. On peut la diffuser. Donc, certainement, oui, c'est pour ça qu'elle est faite. Vous l'avez fait, c'est vous qui l'avez faite cette... Oui. Oui, puisque j'ai la manie un peu de caméra, on ne peut pas être mieux servi que par soi-même. Voilà, donc vous l'avez un petit peu retracé. Oui, c'est difficile de mettre en quelques, parce que ça va passer que quelques secondes ou quelques minutes de faire le tout, mais avoir une idée en résumé. Je sais que la télévision coûte cher, le temps à la télévision est énormément cher, donc si ça passe en une minute et demie, c'est bien fait. Okay. Monsieur, donc on prépare votre petite vidéo. Monsieur Aoufi, votre rencontre avec Khtout Al Arbi, c'était il y a
35 ans? 40 ans? Oui, au moins 35 ans quand même. Oui. Je peux dire al Leonardi aussi? Oui. Dus ongeveer 35 jaar dat we elkaar al zeker kennen. En we hadden dezelfde hobby, dezelfde interesse. En toen kwam de vraag van, zouden we dat niet samen doen? Hè? En daardoor hebben we de allereerste tentoonstelling in 1992 georganiseerd, met ons twee. Dan 10 jaar later, in 2002 in Anderlecht. En toen zijn we dan met Club Ibn Battuta begonnen, met heel veel mensen, maar heel weinig overgebleven. En dan is het idee gekomen van oké, dat gaan we doen, hetgeen dat we sterk in zijn, veel atelier, fotografie en nu recent numismatiek. En mijn idee erover is dat vooral om de jeugd, en dat is het probleem, ze vergeten veel te rap. We mogen onze geschiedenis niet vergeten, want zowel de filatelie als de cartografie als de numismatiek vertelt het geschiedenis van uw land, van waar je afkomstig zit, of dat je nooit niet gezien hebt. En wij willen dat naar buiten brengen en misschien meer mensen warm maken voor hetgeen dat we doen. Het zou altijd mooi zijn als we meer mensen kunnen samenbrengen. Vroeger waren we met 2, we zijn ondertussen met 4. En de volgende keer misschien nog meer en het zal altijd leuker zijn. توتا ولا محمد العوفي تكلموا لنا على هذا العرض نتاع لا موني ماروكان. Écoutez, il vient de dire que nous sommes 4. Oui, nous ne sommes pas 4, nous sommes beaucoup plus que 4. Mais c'est 4 personnes qui un peu gèrent la situation. Maintenant, la monnaie, pourquoi la monnaie? Parce qu'au fond, on raconte l'histoire d'un pays, on peut la raconter en différentes manières, comme je viens de vous dire. On le raconte par des livres historiques, on peut voir sur les outils de maison, mais aussi les timbres et surtout maintenant avec les monnaies. Si la monnaie, parce que la monnaie est bavarde, la monnaie, si vous prenez une pièce de monnaie, il y a une date, il y a un portrait, il y a parfois des textes. La façon dont qu'elle a été... Donc, et à force, donc, la monnaie, donc, de science de l'étude de la monnaie, on appelle ça numismatique. Et c'est très important dans l'archéographie, donc l'archéologie, parce que si on trouve un site, aux pièces qu'on y trouve là-dedans, on peut dire, voilà, elle date de telle période. Parce qu'une pièce de monnaie, il y a toujours une date là-dedans. Chaque gouvernement, chaque dynastie ou chaque pouvoir qui vient, il choisit ses thèmes à lui. Alors on le trouve sur la monnaie. Il y a, dans les monnaies aussi, il y a des petites anecdotes qui passent, je passe maintenant pour l'instant à ma tête, c'est le rial marocain et le rial espagnol. C'est une monnaie en argent. La différence, c'est que... Et l'histoire commune à un certain moment de... Oui. Alors, le rial marocain pesait plus que le rial espagnol. Mais valait moins, sa valeur était moindre que celle de l'Espagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Espagnols? Ils sont venus au Maroc, ils ont pris tous les rials du Maroc, ils l'ont fondu, ils ont fait leur propre rial, alors ils ont gagné doublement. Donc, d'autres anecdotes, par exemple, durant les billets, parce qu'on parle des monnaies, parce que les billets de banque sont la même chose. Durant la guerre, durant la période de la Deuxième Guerre mondiale, on ne fabriquait plus en Europe, on faisait plus de billets de banque. Parce que c'était la guerre. Alors, on a fait, en 1944, des billets de banque. On les a imprimés aux États-Unis pour le Maroc. Alors, si vous les regardez, vous allez voir que ça fait plutôt ressemblance à un dollar qu'un franc marocain. Si vous voyez tous les deux, vous allez dire ça ressemble au dollar. Et tous ces petits détails montrent que en regardant les monnaies, en regardant les pièces, en les observant, on découvre beaucoup de choses
qui se racontent parce que, comme on dit, Bernoussi le disait très bien, une pièce de monnaie bavarde, il raconte. Et justement, donc c'est très important que, on va dire, nos jeunes connaissent ce pan de l'histoire. Oui, écoutez, je crois que c'est un peu plus agréable qu'être assis sur une chaise à l'école et à regarder un professeur qui raconte l'histoire. Parce que là, il y a un peu toute une période à la fois, et vous avez des images. On fera un plaisir, on nous invite tout le monde le dimanche 15 avril, on sera là à Troyes pour expliquer en 3 langues, en français, en flamand et peut-être un peu en espagnol, l'histoire de la monnaie marocaine. Position donc, qui se trouve au musée Charlier. Donc vous avez un beau lieu. Comment est-ce que vous avez eu ça? Oui, vraiment. J'invite les téléspectateurs à y aller. Pas simplement pour nos monnaies, mais c'est vraiment vaut la peine d'y entrer. C'est beau. Et pour les Tangérois, j'ajouterais qu'il y a 2 tableaux faits par des grands maîtres flamands des rues de Tanger. Et le hasard veut que, par hasard, on était là, on a trouvé une statue mondialement connue, les Mendiants de Tanger, qui est fait par Charlier. Donc le musée qui est là porte le nom de peintre Charlier. Donc quand vous montez les petits escaliers, il y a à votre gauche une statue mondialement connue, les Mendiants de Tanger. Donc un lien avec le Maroc au musée Charlier qui se trouve avenue des Arts numéro 16. Donc c'est sur la commune de Saint-Josse, entre Madou et Arlois. Ça c'est vraiment pour situer. Allez voir, elle est là jusque 18 avril. 18 avril. Le 17 avril. Voilà, donc vous avez organisé déjà une conférence en faisant venir... Oui, donc on a eu l'idée de demander à la banque Al-Maghreb donc, de nous envoyer un expert qui est venu. C'était vraiment, ça valait la peine. Tous les gens qui étaient là. Alors, pour une fois encore, les absents avaient tort. C'était vraiment, ça valait la peine. C'était le maître, on était là et il a parlé, je crois, 1 heure. C'était 1 heure, silence complet. Il n'y avait pas de mouches, mais s'il y avait des mouches, on les a entendues. L'histoire de la dynastie marocaine à travers la monnaie. Et c'est vrai que... Exactement. Voilà. L'émission touche à sa fin, Monsieur Rtouta, Monsieur Aoufi. Voilà, donc je vous l'ai dit au début de l'émission, on n'aurait pas eu assez d'1 heure de cette émission pour parler de votre parcours. Vous reviendrez certainement pour nous parler de plein d'autres choses. Avec plaisir. Comme mot de la fin, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent? Oui, c'est toujours la question la plus difficile. Qu'est-ce qu'on a? Ou bien la réponse la plus difficile. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs? D'abord, vous serez bienvenus de venir nous voir et regarder si ce qu'on a raconté est vrai ou non. Deuxième chose, donc on mettra à la disposition des gens qui veulent des entrées gratuites qu'à vous contacter ou nous contacter 0475 53 2106. Je répète, 0475 53 2106. Et que j'ai vu, que j'ai parcouru tout ce temps, que au fond, croyez en vous-même. Si vous commencez, ne vous laissez pas vite aller. Il y a toujours à tout une solution. Il faut simplement la chercher. L'écrivain dont j'ai parlé, Ernest Claes, disait la méchanceté, on la trouve facilement, la bonté, il faut la chercher. Alors, celui qui cherche trouve. Merci, Monsieur Aoufi. نستضيفوا مشاهدين باش يجيو يشوفوا هذا المعرض
مرحبا بهم. الا بغاو حنا راه تما لو 15 نكونوا كومبليت. واللي عمره ما شاف داك الشيء خصو يجي يشوفو زعما. حتى ما تنساوش هذه المره الاولى اللي كاينه في بلجيكا على نومينوماستيك ديال المغرب لا موني. سي بور سا عاوتاني حنا تعطلنا عاد عملناها حيت فيها الخدمه شويش. ما غاديش غتنزل حاجه وتقول صافي خصك تشوف التاريخ ديالها، التاريخ ديالها وتعمل داك الشيء. الا عملتي شي حاجه تكون تعملها معوطه. بس الا جا شي واحد يقول لك خصني الخريف اللي كتعاودنا هنايا. المهم والشباب ما خصهمش يتقلقوا. خصك بنادم دائما يعمل جهده. وإلا عنده شي فكريه ما يرخيش منها، دائما يمشي ليله. دابا بحال اللي غتشبر لوطوروت اليوم، غتجبر بوشو، غتجبر عامره، شنو غتعمل؟ بزز منك غتبقى تابع الطريق، ما غترجعش ولا وهي هذيك دابا الحياه هي هذيك. الحياه خصك دائما تكون باسيونس وتكون عندك مهم موهبه والصبر كثر الصبر وكل شيء، وتشجع راسك. واخا ما عندكش اللي كيشجعك انت ناس تشجع راسك. الوالد الله يرحمه كيقول لي الاغنيه كتعجبك، كيقول لي هي وكتجي ساهله باش تحفظها. كيقول لي هي، كيقول لي لا ميم شوز. الا بغيتي تقرا بغيتي غتنجح، ما بغيتيش ما غتنجحش. Qui veut, ça rejoint un petit peu ce que M. Rtouta disait, celui qui veut, il peut. Ah oui, c'est ça. Merci M. Mohamed Aoufi, merci M. Rtouta Al-Arbi. Mesdames et messieurs, l'émission Femmes au pluriel touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission. D'ici là, soyez heureux et heureuses.